Salut les Motion, bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Mapping Motion. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de l'illustratrice et motion designer Pia Vidal. C'est une artiste qui est basée à Lyon. J'ai profité de mon séjour à la Fête des Lumières pour aller la rencontrer et qu'elle nous explique un petit peu son travail. On a parlé de plein de choses, mais entre autres de sa formation au Gobelin, de mapping vidéo, de bande dessinée et même de la présence des femmes dans le milieu du motion design. Bref, que du bon, que des petites choses intéressantes. Voilà, je vous recommande vraiment de l'écouter de bout en bout. Comme d'hab, une retranscription en article pour ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui préféreraient lire. N'hésitez pas à liker et partager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Ciao. Salut Pia. Salut. Comment je dois dire, c'est Pia Vidal ou Pia c'est Culotte? ça, Pia Vidal. Tu préfères? Ouais. Ok. Ouais. Et ben en tout cas, bienvenue et je suis content de t'avoir sur le podcast. Et moi aussi, enchantée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on est là maintenant, présentement? Alors là, nous sommes à Lyon, dans mon appartement, Okay. très lumineux. Il fait très froid dehors, mais nous sommes au chaud et nous sommes bien. Exactement, là, il commence un peu à pleuvoir, mais sinon, il y a des éclaircies de temps en temps. On sort la grosse vague de froid là. Donc c'est ça, je profite du fait d'être venu pour la Fête des Lumières, pour te rencontrer. Ouais. Et ça me fait plaisir parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'était croisés. Ça remonte à quelques années. Ouais, 5-6 ans je crois. Exact. À peu près. Et puis depuis, tous les deux, en fait, on a été vers le motion parce qu'au tout départ, quand je t'ai rencontré, je sais même pas si... J'en faisais pas du tout. Et moi non plus. Je crois que j'étais encore en études en BTS graphisme print à cette époque-là, il me semble. Et toi, non, toi non. Moi, j'avais touché un petit peu au motion, je pense, mais vraiment très peu. Ouais. Et, ça remonte à quand même quelques temps. Et puis... on s'est croisés qu'une fois en plus. On s'est croisés qu'une fois. Ouais, chez Sarah, c'est ça. Une seule fois, ouais. Donc, je suis content parce que depuis, j'ai vu que tu as fait du chemin. Tu as développé tes talents d'illustrateur. Ouais. Et puis, de motion, bien sûr, de DA, plein de trucs. Donc, c'est vraiment, je trouvais ça intéressant d'avoir ton parcours. Je pense qu'il peut vraiment intéresser pas mal de monde, le fait de créer ses propres personnages, ses propres assets, et puis d'aller jusqu'à finir par les animer et les projeter. Dernièrement, c'est ce que j'ai vu. Donc, je vais peut-être commencer par juste te laisser te présenter en quelques mots. Ouais. Du coup, moi, je fais du motion depuis 3-4 ans. À la base, j'ai un profil illustratif. Donc, je dessine depuis toute petite. J'ai toujours dessiné, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours baigné dans le milieu de l'art parce que mon père était illustrateur aussi. Et donc, j'avais un profil illustratif et graphisme print. Et à la fin de mes études, en BTS, j'ai découvert le motion et je me suis dit, faut que je fasse ça. J'ai trouvé ça génial, le fait de pouvoir animer quelque chose d'immobile. Et du coup, je me suis dit, si je fais ça, c'est soit je fais mes études au Gobelin, soit je fais mes études nulle part ailleurs et je deviens graphiste print. J'ai passé les concours et j'ai été prise. Donc là, j'étais très très contente. Et du coup, j'ai pu étudier le motion design au Gobelin. Donc ça a été très compliqué au début parce que quand je suis rentrée à l'école, j'avais jamais touché After Effects de ma vie. Donc j'étais vraiment à la ramasse totale. J'ai passé 3 mois à faire des tutos tous les soirs. Je rentrais chez moi et j'ai pu rattraper mon retard. Et après, là, c'était que du kiff. Donc j'essaye vraiment, vraiment de garder cet esprit illustratif dans le sens où je crée des illustrations que j'anime ensuite. Donc je fais très peu d'animation typo ou d'animation, géométrique abstraite. Je ne sais pas si on pourrait qualifier ça. Si, c'est un style. Et j'essaie vraiment de garder ce truc-là, de créer de A à Z toutes les animations, quoi. Enfin, toutes les animations que je peux faire. Ouais, génial. Donc c'est vraiment l'envie d'être formé au Gobelin. Ah. Donc, ouais, moi c'était mon rêve, c'était mon Graal. C'est vrai qu'en animation, ils ont cette réputation. Et puis depuis, je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'ils ont fait cette... Parce que c'est une formation en 1 an, spécialisation en motion design. C'est ça, c'est en 1 an, c'est très très condensé. Donc tu apprends énormément de choses en 1 an. Du coup, je suis sortie de cette formation en 2016, je crois, ou 2015, si je ne dis pas de bêtises.
Maintenant, ça a évolué, donc il y a possibilité de la faire en alternance. Mhm. Et je ne sais pas s'ils l'ont passé sur 2 ans, mais je crois. Je crois qu'ils l'ont passé sur 2 ans, mais je ne suis pas sûre. Oui, Il faudrait vérifier. si on travaille la moitié du temps en alternance, c'est possible Ouais. qu'ils aient fait une option sur 2 ans. Mm. Super, ben alors, puisque tu peux nous en parler un petit peu, à quoi ça ressemble un peu la formation au Gobelin, parce que ça peut intéresser. Et ben, c'est assez chouette parce qu'on n'a pas l'impression d'être à l'école. On a surtout l'impression d'être déjà en agence parce qu'en fait, les projets sur lesquels on travaille, c'est des vrais clients. Ok. Donc en fait, on bosse que sur des projets. Donc les projets s'enchaînent, soit seul, soit en équipe. On peut choisir nos coéquipiers ou sinon on s'est défini au hasard, quoi. Et comment décrire ouais, en début d'année, on a des grosses sessions d'apprentissage de logiciels, donc After Effects. On a eu un peu d'Illustrator. Non, on n'a pas eu d'Illustrator. Non, on a eu que de l'After Effects. After Effects. Clairement. Ouais, au début, c'est que After Effects. Et après, on se lance dans les projets. Et, donc, on a des jurys. On a... Il faut que je me souvienne parce que c'était il y a tellement longtemps. Comment ça se passe? Il y a des rendez-vous clients. Ouais, c'est ça, rendez-vous client. Et puis, il y a des jurys à passer. Et en fait, on a un système de notation basique, comme à l'école, hein, avec des critères. Et c'est pas spécialement le projet qui est choisi par le client qui a la meilleure note. D'accord, C'est oui, il y a vraiment, ouais. Mais c'est super, donc c'est une mise en pratique directement pour apprendre à travailler en équipe, en groupe, Mm. et sur des vrais projets avec des vrais Ouais. briefs. Et puis par contre, ce qui est génial au Gobelin, c'est que si tu as une idée, tout est possible. C'est-à-dire qu'on nous met à disposition énormément de matériel. Et ça, c'est génial. Donc on a des studios. En plus, l'école travaille vraiment sur le système de coopération entre les différentes classes, différentes matières. Donc si on veut faire un projet dans lequel il y a de la photo, on peut aller voir quelqu'un en photo et lui demander s'il peut s'il peut prendre des photos, nous faire un shooting, machin. Si on veut bosser avec des animtrad, on peut aller les voir. Enfin, il y a ça se croise, quoi. Et ouais, ça, c'est cool. Super. Mm. Ouais, donc toi, ça t'a vraiment été voilà, bénéfique. T'es ressorti en confiance de ça, avec un portfolio, enfin un bon démo reel. Parce que si pendant 1 an, vous travaillez sur pas mal de projets, Ouais. ça permet déjà de sortir avec des projets assez solides. Ouais, c'est cool, ouais. Assez cool. Après, moi, j'ai vraiment eu la sensation d'être, enfin, pas d'être pro, mais d'être légitime, entre guillemets, dans mon travail après 1 an après les études. C'est-à-dire que j'ai travaillé directement en freelance. Ouais. Au début, je n'avais pas trop confiance en moi, je me remettais beaucoup en question, et après 1 an, ça allait mieux, quoi. Et là, ça part. Ok. Ouais. Bah, c'est sûr que ça prend quand même du Ouais, temps. ça prend du temps, ouais. Et puis quand on bosse seul de chez soi, sans regard extérieur, c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qu'on vaut dans notre travail. Et même encore maintenant, je sais toujours pas si ce que je fais c'est bien, c'est pas bien. Où est-ce que je me situe entre guillemets, dans l'échelle des bons motion ou des mauvais motion ou... Mais c'est compliqué hein, c'est parce qu'il y a... Voilà, et puis toi, tu as un profil particulier. C'est justement ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est intimement lié à tes créations, à tes illustrations. Donc dans tous les cas, justement, ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai une question, c'est est-ce que on vient de voir avant tout pour tes illustrations ou avant tout pour du motion design pur et dur, par exemple, ou est-ce qu'on vient de voir pour les deux? Pour les deux. Généralement, les gens qui me contactent, c'est surtout parce qu'ils sont très séduits par les DA que je peux faire. Okay. Ouais, c'est surtout ça qui joue, je pense. Ouais. Parce que je peux... Enfin, là, j'ai sorti mon showreel il n'y a pas très longtemps, mais on peut voir sur mon showreel qu'il y a vraiment... je peux vraiment passer par plein de styles différents. Donc, du flat design assez basique, ou des choses beaucoup plus texturées, ou des trucs vraiment faits à la main. Enfin, j'essaye d'étendre un peu mon spectre illustratif au maximum, quoi. Donc souvent, c'est ça qui attire les gens, je pense. Plus. Justement, tu parles de ton style illustratif. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de textures. Ça, c'est, on va dire, ton premier amour. Mais tu fais aussi du pur vectoriel. En fait, de toute manière, toutes les animes que je peux texturer, à la base, elles sont vectorielles. Donc en fait, il y en a une bonne partie que je fais sur Illustrator. Donc à la base, c'est du flat. Et ensuite, je texture tout, soit sur Photoshop, soit sur After Effects, ça dépend.
pourrais tellement dire plein de trucs. Oui, il y a... Après, moi, ce que je préfère faire, vraiment, c'est... notamment, j'ai eu l'occasion de participer à la Fête des Lumières d'Épinal. D'accord. J'ai fait une projection de mapping dans le cadre d'un concours. Parce que ouais, ça a été mon premier vrai gros projet où je me suis vraiment trop éclatée dessus. Et là, j'ai vraiment fait tout de A à Z. Donc, c'est-à-dire, il y a eu vraiment un travail de recherche. Donc, j'ai acheté des bouquins sur les yokai. En fait, je sais pas. Pour expliquer un peu les yokai, en gros, ça veut dire phénomène étrange ou fantastique. Et c'est le folklore. C'est le folklore japonais. En gros, c'est l'équivalent de nos fantômes, de nos vampires, de nos sorcières. Eux, là-bas, c'est les yokai. Donc, les yokai, c'est des petits esprits farceurs qui viennent t'embêter dans ton sommeil ou dans n'importe quel moment de ta vie. Et en fait, les yokai, ils ont aussi une dimension, comment expliquer ça, morale, entre guillemets, dans la société. C'est-à-dire, si tu fais de la merde, si tu fais des bêtises, si tu trompes ta femme, ou que tu ranges mal tes chaussures, ou que tu voles ton voisin, et ben il y a un petit yokai qui va venir te hanter et te dire « Non, ça, il faut pas le faire, c'est pas bien ». Et c'est un univers que je trouve génial et super intéressant, c'est très très riche. D'ailleurs, les Pokémon, ça vient des yokai. Hein. Oui, c'est ça, et j'allais dire, dans tout ce qui est Chihiro, Mononoke, ces petits personnages de la... Ouais. C'est des esprits... Ouais, des esprits farceurs, c'est ça. Et bon, moi, j'ai vraiment une fascination pour le monstre, l'étrange, le bizarre. Donc, ça m'a tout de suite intéressée quand j'ai découvert ça. Et, Ça, c'était la thématique du festival? Non, pas du tout. C'est toi qui as... Non, en fait, on avait le choix entre deux thèmes. Donc, il y avait l'éveil. Donc, l'éveil, c'est extrêmement large, on peut faire plein de choses. Et le deuxième thème, c'était le cirque, je crois. Ouais. Et du coup, j'ai choisi l'éveil parce que le cirque, je trouve ça un peu trop réducteur. Bon, tout de suite, on pense aux chapiteaux, aux clowns, aux machins. Ça me parlait. En tout cas, moi, ça me parlait, moi. Donc, j'ai choisi le deuxième. Et ouais, non, c'est un projet sur lequel je me suis trop éclatée parce que du coup, il y a eu de la recherche, beaucoup de recherche dans les bouquins, trucs. Et ensuite, j'ai tout dessiné sur papier. J'ai tout importé sur Photoshop, j'ai tout redessiné sur Photoshop, j'ai tout retexturé sur Photoshop, j'ai tout animé sur After Effects. Et puis tu as fini par le projeter. Et puis j'ai fini par le projeter. Alors... C'était 1 mois de taf. Donc pendant mes vacances, j'ai pas eu beaucoup de grandes vacances. Donc j'ai bossé 1 mois dessus, seule, et en tout cas en anime seule. Et j'ai travaillé en collaboration avec un ami, Corentin Cardino, qui est sound designer et qui m'a fait tout le sound design. Donc on était dans son studio et on a enregistré tous les bruitages. On s'est amusé à faire s'entrechoquer des os ou des tissus ou des machins pour créer tout l'univers sonore du mapping. Ça, c'était cool aussi, c'était une chouette expérience. C'était la première fois que j'avais l'occasion de bosser avec un sound designer en live dans son studio. C'est génial. Ouais, ça c'était top. Parce que ça amplifie vraiment une animation. Ça change tout, ouais. Ouais, ça change tout. Super, c'est génial de voir la démarche. Je mettrai ça en lien parce que je pense que tu as dû faire une petite vidéo pour montrer un petit peu la démarche du projet. J'avais vu ça. Ouais, j'ai fait un petit making-of, ouais. Mais d'aller vraiment chercher les livres, t'inspirer, redigérer, dessiner ces personnages et d'aller jusqu'à les projeter. Enfin, c'est vraiment une belle démarche. Ça, c'est vraiment un projet moi, que j'ai trouvé très intéressant. Je vais rentrer un petit peu peut-être plus dans le côté technique. Vu que tu m'as dit que tu les as dessinés, texturés sur Photoshop, j'imagine que tu animes avec Douik, le script Douik. Comment tu animes tes personnages? Ça dépend. Pour les animes un peu compliqués, à un moment, il y a une scène avec un grand squelette qui sort. Donc là, j'ai fait que du Douik. Après, non, remarque, j'ai douiqué tous mes persos. J'ai tout douiqué. Ok. Ouais. Ça s'y prête parce que là, c'est vraiment de la marionnette. Tout douiqué. Ouais. Moi, je pense que c'est le bon outil pour ça. Ouais. Et sinon, quand tu es amené à animer d'autres personnages, est-ce que tu as d'autres outils qui peuvent être intéressants pour les auditeurs alors moi, la vie peut-être? Moi, je suis vraiment une pro Douik. Pro Douik. Ah ouais, j'utilise que ça. Sinon, après, si je veux animer juste un bras ou une petite tête qui bouge, je fais une rotation, c'est tout. Ouais. Mais sinon, Douik, ouais. Il y a tellement de possibilités. En plus, là, il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Là, il n'y a même pas quelques semaines, je crois. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas encore, celle-là, j'ai l'ancienne. Mais déjà, rien qu'avec l'ancienne, on peut créer un personnage pas spécialement anthropomorphe, mais il peut avoir 6 bras, 2 têtes.
Et du coup, tu peux créer ton squelette toi-même. Ça, c'est trop chouette. Ouais. Mm. Ouais, moi, j'avais fait une animation d'un personnage reggae, mais c'était sur le 15, avant le Do It Basel. Ouais. Et donc, j'ai pas testé les dernières versions, mais là, la toute dernière, je pense qu'il y a encore plus Elle d'outils. a l'air d'être Très cool. Ouais, d'être folle. Elle a l'air d'être folle. Ouais. Sinon, j'utilise Marionnette aussi des fois. Ouais, Voilà. ça peut suffire. Ouais, des fois. Pour des petites choses. Mm. C'est ça. Ben, je me rappelle, d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens, là, ceux qui nous écouteront, que c'est bien de faire une petite donation aussi pour Douic ou d'acheter, je sais pas, les formations du DUF, d'acheter le livre, parce que je crois qu'il a sorti un manuel. Livre, ouais. Ça vaut le coup. Ou même de lui envoyer un petit mail de soutien. De soutien, exactement. Je l'ai contacté, je lui ai envoyé un petit mail de soutien pour lui dire que je soutenais sa cause. Il était super content. Voilà. Ouais. Et puis c'est important, je pense. Complètement. Et je mettrai, il a fait une conférence dernièrement pour les 10 ans de Douic, qu'il a mis en ligne. Ouais, je l'ai écouté, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc il parle vraiment de l'avenir du Douic. Donc si on veut que l'outil continue d'être accessible, il faut aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, moi je profite de ce podcast juste pour lancer l'appel, voir si ça peut l'aider, enfin les aider là à Rainbox. Mais ça c'est cool. Donc ouais, Douic pour la plupart des personnages, bon ça je pense que la meilleure manière, surtout si on s'intéresse à Douic, c'est d'aller prendre les formations du DUF. Moi ça m'avait aidé en tout cas. Ouais, mais peut-être que je veux faire ça aussi. Ouais. J'ai jamais, j'ai regardé des tutos pour apprendre, mais et après j'ai appris moi-même sur le tas. Mais... Oui c'est ça. Mais les toutes dernières, je crois qu'elles sont en anglaise. Ouais. Mais c'est vraiment accessible. Alors, d'autres questions. Vu que j'en ai sauté peut-être quelques-unes. Remonte dans ta liste de questions. Quoi qu'on est passé quand même pas mal au travers. Ouais. Peut-être tu peux nous expliquer, donc à la sortie des cours, toi tu as commencé directement en freelance. Oui. Donc est-ce que tu as déjà été par la case agence? Comment ça s'est passé un petit peu ton entrée un peu sur le marché? En fait, ça a été surtout beaucoup de bouche à oreille. Vu que c'est un petit milieu, les contacts tournent vite. En plus, quand tu sors des Gobelins, généralement, t'as pas trop de problème pour... Un bon réseau. Ouais, t'as un bon réseau, t'as pas trop de problème pour trouver du travail. Moi, je pense que ça s'est fait bouche à oreille. Des potes qui disaient « Ah bah tiens, ils cherchent un motion pour tel projet ou tel projet. » Et j'ai été en agence, première agence que j'ai faite où je suis restée, j'étais à plein temps dans une agence. J'étais à Condé Nast, je suis restée là-bas pendant 6 mois. Et ça, c'était 1 an après ma sortie, je crois, d'école. Ok. Ouais. Et c'était assez cool ce moment-là parce qu'en fait, Condé Nast était tout juste... Condé Nast, c'est la boîte qui a Vogue, L'Amour, Vanity Fair, GQ, voilà, tous ces... À la base, c'est une grosse boîte qui fait de la papeterie, comment on peut dire ça, du magazine, quoi. Ouais, de la presse. De la presse, ouais. C'est un gros groupe de presse. Un groupe de presse. Et là, ils étaient en train de se mettre justement au contenu digitaux. Et ils étaient en train de créer leur team digital. Donc en fait, moi, j'étais leur première motion designeuse. Ah, génial. Et c'était assez chouette parce que c'était chouette et compliqué à la fois parce qu'il faut monter tout un workflow, il faut toutes les équipes. Et c'était cool. J'avais beaucoup de champs libres là-bas. Donc je me suis pas mal éclatée sur des projets. Notamment, j'avais fait un projet qui s'appelle L'Indiscret, pour Vanity Fair. C'est parfait. Tu me fais la transition idéale. Parce que c'est le deuxième projet dont je voulais qu'on parle. L'Indiscret, justement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que là, c'est vraiment... Moi, c'est un des premiers que j'ai vu de toi, je pense. Où tu as vraiment réalisé l'ADA, les illustrations, je pense même la réalisation, en tout court, tu as tout fait. Hein. Ouais, tout le storyboard. Après, le script, alors en fait, donc L'Indiscret, c'est une mini-série. Bon, ça a été une mini-série qui a été 5 épisodes. Il y a eu 5 épisodes, à peu près. D'accord. Et je pense que celui que tu as vu, c'est Le Coiffeur. Graphiquement, c'est le plus fourni, parce que j'avais beaucoup de temps pour le réaliser. Après, les 4 autres épisodes, c'était dans le cadre du Festival de Cannes, où j'avais beaucoup moins de temps, donc là, c'était beaucoup plus simple. On retrouve les mêmes directives graphiques et artistiques, mais c'est beaucoup moins fourni quoi, en information visuellement. Quoi. Et attends, où est-ce que j'en étais? Attends, je sais plus. Du coup, je me suis perdue.
Je sais pas, peut-être que tu peux nous parler un petit peu comment, quand le projet arrive, comment tu l'appréhendes justement. On vient de voir Ah avec oui, un script. je me souviens. Ok. C'est bon. Alors donc en fait, donc ce projet-là, donc c'est pas moi du tout qui l'ai comment dire, qui l'ai pensé. Mhm. Voilà. Moi on est juste venu me voir en me disant bah voilà, on a une idée de faire une mini-série qui parle en gros de tous les événements marquants de l'histoire. Donc ça peut aller de l'Égypte ancienne à maintenant. Euh, et c'est des événements people. Donc en gros, Cléopâtre, Marie-Antoinette, Jacques Chirac, enfin tous les trucs comme ça, Lady Di. Et donc en fait, on a travaillé avec un journaliste, tout plein d'autres personnes, je ne me souviens plus, voilà, leur job dessus, mais on était plusieurs. Et donc il y avait déjà une trame, il y avait un script, la voix off était déjà écrite. Et en fait, moi, c'est à partir de la voix off, enfin, il y avait un ton déjà qui était donné. Et moi, c'est à partir de la voix off que j'ai fait tout le storyboard. Donc, je me suis trop éclatée sur celui-là, hein. Et, et puis, ouais, bah voilà quoi. Donc, Mais c'est bien parce que la voix off, si elle était déjà déterminée, mm, t'as le squelette. mm, Et puis par contre, toi, d'un point de vue visuel, là, tu étais libre de pouvoir ouais, représenter. c'est Ça, ça. c'est une belle chose quand on a déjà la voix off. Parce que souvent, on nous l'apporte un peu tard. Ouais, bah là, j'ai pu tout bien caler. Et puis surtout, fallait quand même que je m'inspire de l'identité visuelle de Vanity Fair, qui est quand même un peu. Qui est rétro chic. Rétro chic. Qui est rétro chic. Avec des couleurs rouges, blanches, bleues. Donc j'ai repris ça, cette gamme colorée, très simple, 3 couleurs. Et après, par contre, au niveau des visuels et des petits personnages, là, j'avais champ libre. Super. Mm. Bah, tant qu'on est dans les projets, peut-être que tu peux me parler d'un autre projet, je crois qu'il s'appelle Fante. Oui. C'est un peu. Parce que moi, je l'ai trouvé très drôle. Je vois quand même que tu as un nombre impressionnant de représentations de vulves Oui. dans tes projets. Il y a des récurrences comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, ouais, et ben Font, bah, ça a été. Pour le coup, c'est vraiment un projet très très personnel. Un projet personnel. Donc, ça, c'est mon petit côté féministe qui ressort. En fait, Font, je l'ai réalisé parce que j'ai des amis qui organisaient des gros événements techno. Ok. Et en fait, c'était des événements techno avec une déco immersive. Donc, c'était pas juste tu viens, t'écoutes ta musique, tu picoles et tu danses. T'as vraiment un concept immersif de déco, de mapping. Enfin, c'était très très chouette quoi. Ça s'appelait les. Mince, comment ça s'appelle ça Est-ce que c'est les Game Jam? Les gameplay party. Ok. Gameplay party. Donc maintenant ça n'existe plus, mais il y a un an ça existait. Et ça cartonnait d'ailleurs. C'est parce que c'était vraiment une bonne team. Et en fait, moi je leur avais dit bah, venez, moi je vous projette un truc, je suis chaude, je vous fais une création et on projette à la soirée. Ouais, t'as champ libre. Ok. Et je me suis dit bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah tiens, j'aimerais bien représenter le sexe féminin, mais autrement qu'on le représente généralement dans notre société, c'est-à-dire très sexualisé et fait pour plaire. Bah moi je vais le faire d'une manière un peu bizarre. Et donc ouais, voilà, j'ai créé cette petite animation où c'est une sorte de mise en abîme vulvaire, comme je pourrais dire. Ok. Et c'est un travelling avant qui rentre dans une vulve, qui rentre dans une autre vulve, qui rentre dans une autre vulve. Bon, après, il y a 3 tableaux principaux. Il y en a un où tu vois vraiment clairement que c'est un sexe féminin. Sur les 2 autres, c'est un visage avec juste sa bouche en forme de fente. Et le deuxième, c'est juste comme si tu rentrais dans une grotte, un peu bizarre. Et j'ai choisi des couleurs aussi très, comment dire, pas douces, mais pop, un peu, chewing-gum. Ouais. Pop, chewing-gum. Enfin, plutôt féminin, des couleurs plutôt féminines. Et ouais, j'avais envie de représenter le sexe féminin d'une autre manière, donc Ouais, avec des sortes de poils bizarres, c'est des petites boules. Ça m'amusait. Je pense que c'était pas du tout un moyen de revendiquer quelque chose ou de lever le poing et de dire on en a marre du patriarcat, c'est trop chiant. Je voulais juste m'éclater quoi et faire des chattes. mais ça me rappelle un film, j'aurais pas le nom là, mais un film vraiment mauvais où
un film américain, mais qui est drôle, ce passage où tu vois un type qui arrête pas de dessiner des pénis Ouais. tout le temps, alors avec beaucoup de nervures, Beaucoup de détails. Ouais. ouais, plein de bits différentes. Et donc là, bah, je trouvais ça très drôle d'avoir le pendant de la vulve. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça peut même devenir un petit personnage à terme récurrent. Je sais pas. Une petite icône. Mais après, c'est vrai que maintenant, tu as un mouvement, féministe dans le graphisme où bah, il y a beaucoup plus de représentations vulvaires. Enfin, j'en vois de plus en plus, c'est un truc un peu à la mode. Donc les gens disent, ouais, bon, c'est à la mode, tout le monde le fait. Ouais, mais bon, en même temps, on voit des bites partout, alors Bah oui. c'est cool de voir des chattes partout aussi. Ouais, c'est bien. Il en faut, je pense. Et puis entre les deux, pour ceux qui veulent il y a toujours faire des petits caca. Hein. Les Japonais sont super fans de petits caca kawaii, donc je pense pas qu'ils s'en lassent. Hein. Ouais, bah après, c'est vrai quand même, derrière ça, il y a quand même une volonté de ma part de montrer que bah, nous, les femmes, on est là aussi, dans le milieu du motion. Design. Parce qu'on est quand même peu présente, enfin en tout cas moi j'ai l'impression, ça reste quand même un milieu très masculin et je pense qu'il faut que ça change aussi. Mais moi j'en profite parce que en regardant les statistiques du site, moi je peux voir normalement ce qui est un peu genré, il y a des analyses avec Google Analytics et je pense que j'ai au moins 40% de femmes sur le site. Mais j'ai l'impression qu'on est invisible, enfin très peu mis en avant en tout cas ça me fait plaisir que tu t'ouvres le sujet parce que moi je veux surtout je pense que la communauté motion design francophone elle est quand même bienveillante. Moi je trouve qu'il y a peut-être pas autant de femmes que d'hommes pour le moment, mais et je pense que ça va vraiment comme le graphisme être 50-50. Mais ça vient petit à petit, puis il y a de plus en plus de femmes. Mais moi en tout cas j'ai la sensation que c'est un peu plus difficile de rentrer dans le milieu du motion, de l'anime de manière générale quand tu es une femme parce que en toute honnêteté moi j'ai eu affaire à de la misogynie quand j'ai bossé. C'est rien de grave, rien de grave, mais tu sens que tu es une femme des fois. Dans certaines boîtes, dans certaines agences, il y a des petits trucs, t'es pas ultra à l'aise quoi. Okay. Mais est-ce que c'était vraiment d'un point de vue technique où ils jugeaient que par exemple tu allais être moins aguerri là-dessus ou c'était simplement peut-être le contexte simplement d'être une femme en entreprise? Je pense que il y a de ça, simplement le fait d'être une femme en entreprise. Le côté technique, non, que je dise pas de bêtises. Hein. Non, peut-être pas. J'ai quand même l'impression qu'on a un peu plus de mal à faire confiance à une femme quand il s'agit de faire des prods plus techniques, plus poussées. Comme de la projection, par exemple, un truc où ça nécessite des techniciens. Ouais. Et ou par exemple quand il faut diriger une équipe. Ah oui, ok. Diriger une équipe, quand tu es une femme, on te donne moins de pouvoir, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est difficile déjà de gérer des gens pour tout le monde. Après, il y a le fait aussi d'être jeune. C'est peut-être le cumul de tout, mais ça, de toute façon, c'est ton ressenti. C'est toi qui mais bon, voilà, encore une fois, ça a été des détails dans ma carrière et rien de grave et rien d'important, mais je l'ai ressenti un petit peu. Voilà. Okay. Mais ça m'a pas empêché que ça de continuer. C'est ça, que ça décourage pas les jeunes filles ou les femmes qui voudraient se mettre au motion design. Hein. Moi, je pense pas, non. Je pense que c'est vraiment ça va s'équilibrer très rapidement. Hein. Oui. Bon, bah c'était vraiment les 3 projets que je trouvais intéressants. Je vais peut-être revenir à quelques questions. Justement, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Alors mon inspiration, encore une fois, j'en reviens à mon enfance. Hein. Moi, j'ai vraiment été bercée dans un univers artistique ultra foisonnant. Donc, mes parents m'emmenaient tout le temps dans des expos. On m'a fait regarder tous les Miyazaki quand j'étais jeune. Miyazaki déjà, hein, là clairement, pour moi c'est un demi-dieu. Tim Burton, Claude Ponty, c'est un illustrateur, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, Claude Ponty, c'est un illustrateur qui fait des livres pour enfants. Il a fait Pétronille et les 120 petits, Okilélé, Sœurs et Frères, La Vallée. C'est trop chouette ce qu'il fait.
Et puis ouais, mon père, comme je te disais tout à l'heure, il était dessinateur, donc Ouais, il avait tout plein de références graphiques et artistiques. Et puis lui, il était dans un milieu... en fait, je sais pas si tu connais, mais il faisait partie de Bazooka. En fait, Bazooka, c'était un collectif de graphistes, illustrateurs, artistes dans les années 80. C'était un peu punk. Ça a duré quoi, 1 an et demi. Ils ont eu leur petite heure de gloire. Ça a duré un an et demi, puis après ils se sont dessoudés, désolidarisés. Et ouais, donc du coup mon père il était là-dedans quoi. Ah ouais, vraiment, en plus graphisme, Ouais, à fond. affiche. Ouais. Je te montrerai ce qu'il fait, c'est cool. Ah ouais, Là il continue, il s'est remis à la peinture d'ailleurs. Depuis qu'il est à la retraite, il s'est remis à la peinture à l'huile, il fait des trucs vraiment top. Enfin moi j'adore quoi. Bah, tu m'enverras un lien et puis Ouais. je rajouterai ça. J'aime bien faire une liste avec tous les liens qu'on parle. Il a découvert Instagram il n'y a pas longtemps, à 60 ans, du coup il est content. Il a son Instagram maintenant. Mais ouais, non, donc moi mes inspirations, beaucoup qui viennent de quand j'étais petite. Et puis si, je suis une grande fan de bande dessinée d'auteur. Donc j'ai toute une collection dans ma chambre et j'en achète toujours beaucoup. C'est mon budget, hein. Moi généralement, c'est pas les fringues, c'est les BD. Je comprends. Et Des petites, peut-être, tu peux nous citer une découverte dernièrement là, que tu as dernièrement, j'en ai pas trop, mais des dessinateurs que j'aime beaucoup, c'est Stéphane Blanquet, Charles Burns. Oui. Alors, en nom qui me viennent tout de suite, j'ai que ça. Là, Charles Burns, ça fait vraiment écho avec ton projet justement. Okusai, là. L'éveil de yokai. Les yokai, Ouais. excuse-moi. Mais parce qu'il y a un côté torturé chez Charles Burns. Hein. Ah ouais, à fond, c'est super sombre. Moi, J'en ai lu j'adore. plusieurs de lieux où les créatures sortent. Ah ouais. L'organique, et puis il a un rapport avec le corps humain qui est assez monstrueux. Et ça, j'aime bien ça. Les déformations, les membres bizarres, l'être humain monstre, quoi. C'est un truc, la nature, les monstres, les êtres humains, tout ça, ça se regroupe. Et j'aime bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de mettre dans mon travail. Je sais pas si on le retrouve ou pas, mais en tout cas, c'est des choses qui m'inspirent pas mal. Et ouais, non, attends, est-ce que j'ai d'autres noms là de dessinateurs qui... Ouais, faudrait que je me lève et que j'aille voir dans ma bibliothèque. Je t'en citerai plein, mais là de tête, j'en ai pas d'autres. Ok. Non, mais déjà, avec ce que tu nous as dit, on va pouvoir faire quelques cadeaux de Noël. Si je pouvais te proposer un projet de rêve, qu'est-ce que ce serait? Alors, un projet de rêve, du coup, vu que je suis en train de me mettre à la projection au mapping, ça serait là-dedans. Ok. Ça serait une scéno, je pense, une scéno pour un festival. Pour un festival, vraiment ouais, sur par scène? exemple, ou un festival ou une install. Alors, soit une install artistique immersive, donc une énorme exposition avec plein de projections, à la fois du décor et de la projection. Ça me ferait bien kiffer de faire ça. Soit un gros mapping pour une scéno, pour un festival. Super. Peut-être pour un groupe en particulier ou vraiment pour un festival entier? Non, festival entier, moi. Bon, l'annonce est lancée. Hein. S'il y a des gens qui aiment ton travail, il ne faut pas hésiter à te contacter pour ça. Préparer les festivals de cet été. Hein. C'est ça. Mais c'est cool. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour les Francopholies de Montréal. Ouais. Et c'est une bonne expérience. Ça m'a vraiment plu parce que là, tu as beaucoup de monde qui regarde un petit peu. Là, on est en train de monter une association de décor événementiel avec des amis donc, qui s'appelle Dédale. Okay. Et on va faire nos premières soirées bientôt. Donc, plus d'infos plus tard. Bientôt. Est-ce qu'il y a déjà un endroit où on peut une page ou on peut vous contacter parce que... Pour l'instant, vu que c'est vraiment au stade embryonnaire, on n'a pas encore fait de page ni rien. Mais on peut me contacter sur ma page à moi. Et puis voilà, plus tard sur les réseaux, on va commencer à s'afficher au fur et à mesure. Parfait. Donc on te contacte pour... Ouais. Et du coup, ouais, j'en profite pour rebondir aussi sur le dernier projet, enfin mon premier projet que j'ai fait en projection. Vas-y, c'est parfait. Je sais pas si tu l'as vu. En fait, j'ai eu l'occasion de faire une petite scéno pour le Grand Zéro dans le chill, lors d'une soirée techno.
C'était mi-novembre, donc ça date il n'y a pas très longtemps. Peut-être que tu l'as D'accord. pas vu. Non, je l'ai peut-être pas vu. Et ben, bah voilà, bah, c'était mon premier mapping. Enfin, ouais, mon premier mapping que j'ai fait. Vraiment, tu veux dire solo, c'est ça? Ouais, solo. Ok. Enfin, le premier mapping. Non, du coup, il y a eu celui à Épinal, mais Oui, c'est ça. euh, C'est toi qui as fait en, le en fait, mapping? en fait, j'ai pensé une structure. Voilà, c'est plus Hmm. ça. C'est projection sur structure. Tu as fait le set design, Ouais, voilà. plus le contenu, et puis tu es venu mapper, tu as utilisé quel Résolume. Résolume? Ouais, Résolume. Ok, Oui, voilà. est-ce que c'était du... Justement, ça c'est intéressant. Mm. Est-ce que, parce que dans le podcast précédent, je recevais Jordan Coelho, que tu connais, Mm. et lui, bah, il fait de plus en plus de VJing avec Oui, Résolume. j'ai vu ça, ouais. C'est un outil vraiment fait pour, mais est-ce que toi tu l'utilisais comme juste pour faire de la lecture de tes animations déjà faites, Ouais, c'est ça. C'est qu'en ou fait, tu mixais? non. Pour l'instant, j'ai tout animé j'anime tout sur After et après, le Résolume me m'aide juste à agencer mes éléments sur la structure. Ok. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est la première fois voilà, que j'ai eu l'occasion de faire ça, mais j'aimerais bien, à terme, bah là j'ai envoyé un dossier de financement d'ailleurs pour faire une formation Viging et Mapping en février. Donc on va voir si ça marche. Mais Ça serait avec qui? Parce que ça peut ce intéresser. serait... Bon, si tu je sais plus. Parce qu'il y a le collagiste, il y a un blog Oui, alors, qui est intéressant ouais. sur le sujet. Donc alors il me semble que les formateurs, ils sont issus des collagistes, mais c'est pas dans leur structure, si j'ai bien compris. C'est un autre nom, je m'en souviens plus. Donc ça serait plus sur Paris. Ouais, c'est sur Paris, ouais. Montreuil, je crois qu'ils sont à Montreuil. Non, c'est en banlieue lointaine parisienne. Ah, Mm. c'est pas les Ouais. mêmes locaux. Mais... Et là, du coup, c'est formation d'une semaine intense sur Résolume. Et on t'apprend à projeter sur une structure 3D aussi. À projeter en multi-écran, mono-écran. Aussi à penser une projection avec le son, parce que quand tu projettes dans des événements, il y a de la musique. Et de la lumière. Et la On peut lumière combiner aussi, tout, c'est hein. ça, exact. Ouais. Parce que souvent, Résolume, tu peux aussi le combiner avec Ouais. Modulate ou Mm. même Mapper. Mais ouais, là, je suis en train de découvrir Résolume et c'est assez cool. C'est assez cool. Super. Mm. C'est un bon terrain d'expérimentation maintenant Ouais, pour toi. ah bah, je dirais, il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre là. Hein. C'est assez cool. Alors, j'ai une question que je pose souvent, mais que je trouve vraiment intéressante. C'est si tu devais donner un conseil à de jeunes motion designers ou à de futurs motion designers, toi, avec ton expérience, qu'est-ce que serait un conseil vraiment qui pourrait les aider? Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Mais... Les gars, démerdez-vous. Ouais, démerdez-vous, hein. Chacun sa merde. Non, mais déjà d'avoir confiance en son travail. C'est con, mais c'est un truc. Bosser seul en freelance, c'est compliqué. Tu peux souvent te dévaloriser toi-même. Donc, ouais, avoir confiance en son taf et puis pas se laisser marcher sur les pieds. Pas se laisser marcher sur les pieds, pas se faire exploiter. Comment dire, se faire payer correctement. Donc, la paye de base, c'est 300 € au jour quand tu commences. Jamais descendre en dessous. Parce que c'est un métier qui nécessite des compétences, qui nécessite un savoir-faire. C'est un beau métier et je pense qu'il faut pas le dévaluer. Faut pas le dévaloriser. C'est un très bon conseil. Parce que là, on met la profession vraiment dans le mal en faisant ça. Déjà. Et puis en plus, il faut que les gens prennent conscience que le motion design, c'est un métier à part entière. On n'est pas des exécutants qui vont être là sous leurs ordres. À pouvoir faire 15 versions. Ah, la 15 versions. Attends, il est 20h et on est vendredi soir, ça te dérange pas de faire la version finale 10-10 enfin, c'est ça que je pourrais conseiller. Très bien. C'est un bon conseil. Et puis, je pense que effectivement, quand le motion design, en tout cas, ça s'enligne pour être quand même pas mal de ce que je vois. C'est une bonne partie des gens sont freelance. Il y a moins de travail en entreprise. Il y en aura de plus en plus. Hein. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il y aura, je pense, quand même une grande partie. Tu penses que ça va se développer en entreprise? Ce que je remarque, c'est qu'il y a pas mal d'agences qui créent on va dire des équipes de motion. Mais ça dépend de la taille des agences. Donc, de plus en plus, elles vont essayer de faire ça en interne. Mais il y a des besoins spécifiques où il faut toujours aller chercher des personnes qui sont
qualifiés, qui ont des compétences particulières, par exemple sur un type de logiciel 3D ou sur un plugin particulier, on va aller chercher des freelances. Donc il y aura toujours les deux qui cohabiteront. Donc après, là, c'est un choix de ce qu'on préfère. Mais dans tous les cas, je pense que tous les motion designers passeront à un moment donné par la case freelance. Ne serait-ce que pour pouvoir développer leur propre projet, comme toi tu le fais. C'est intéressant pour ça. Donc il faut apprendre à être aussi un petit chef d'entreprise. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des choses qu'on nous enseigne moins et qu'on apprend moins par nous-mêmes parce que ça nous embête. On préfère apprendre des choses artistiques qui vont faire des belles animations, mais il n'y a pas que. Il faut travailler ce côté-là. Et puis aussi, quand on bosse longtemps en freelance, il y a un truc qui n'est pas top, c'est que tu perds l'habitude de travailler en équipe. Okay, ouais. Et ça, moi, c'est un truc qui me manque. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, vraiment, le travail en équipe. Des fois, je me sens très seule devant mon ordinateur à bosser sur des prods. Là, j'ai une envie de retourner en entreprise et faire des projets communs, quoi. Même, je trouve que c'est plus stimulant. Je me sens plus éveillée. Ben, peut-être que ça peut t'amener plus loin aussi. Hein. C'est vraiment. Ouais. Et puis, tu apprends beaucoup à travailler. Plus. Et puis, tu sors aussi de ta zone de confort. Parce qu'il y a un moment, je pense que ça, c'est. Pour moi, le motion design, c'est de l'art. Hein. Donc, on est des artistes. Donc, comme tout artiste, à force de travailler seul, tu tournes en rond, tu répètes les mêmes choses, tu vas plus. Enfin, après, ça dépend des gens. Hein. Tu as des gens qui sont tout le temps à la recherche de. Mais tu n'es plus dans l'expérimentation, quoi. Tu te reposes un peu sur tes acquis, tu sais qu'il y a tel effet, tel machin et tel truc qui marche. Ça, si je prends ce plugin, ça va m'aider à faire ci, comme ça, plus vite. Donc, il faut faire attention à ça aussi, pas se laisser trop. Aller. Ouais, donc continuer de se former ou de se challenger. Ouais. Et c'est vraiment pertinent. Je pense qu'il n'y a personne qui est arrivé. On est tous sur un chemin, en fait. C'est pour ça que tu vois les petits challenges Monday. Les Monday. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est Motion Monday ou Monday Challenge? Monday Challenge, je sais plus. Tous ces petits challenges ou alors les Inktober. Oui. Trucs comme ça. Je trouve ça pas mal parce que pour moi, c'est des mini-challenges que tu peux te mettre. Donc ça t'aide à sortir un peu de ta zone de confort et d'expérimenter des trucs. Et puis, j'ai l'impression que ça fédère aussi un peu les gens d'avoir des projets communs comme ça. Justement, je pense que c'est plus intéressant, plutôt que de faire des projets gratuits pour des gens, il vaut mieux faire des challenges. Ouais. Tu les fais pour toi, ou faire des projets personnels, quitte à ne pas être payé, vaut mieux faire au moins des choses qui, toi, vont t'amener quelque part, parce que c'est pas comme ça qu'on fait finalement le meilleur portfolio. Je pense que c'est, alors je vais écorcher son nom, hein, mais c'est Joey Corman ou un truc comme ça, qui est le créateur de School of Motion. Je pense l'avoir entendu dire un jour sur un podcast, il disait qu'il valait mieux pour faire un bon démo reel, c'était avoir plein de petites animations de 2-3 secondes où tu expérimentes des choses plutôt que d'avoir une vidéo barbante de 3 minutes que tu as fait gratuitement pour quelqu'un. Dans ce cas-là, tu apprendras plus aussi. Il faut un peu des deux. Hein, mais... Super. Finalement, on a donné plein de conseils. C'est pas plus mal. On commençait par un démerde-toi et puis on a donné plein de conseils. Non, il faut s'entraider. Il faut s'entraider, ouais. Super. C'est important. Et puis je trouve qu'on a une belle communauté, à chaque fois je le dis, mais que ça soit en France, au Québec, je vois même pour avoir rencontré dans un événement des Américains, là, toute l'équipe un peu en 3D, ils étaient vraiment cool et accessibles. Donc je pense qu'il n'y a personne qui se sent vraiment arrivé. Et j'aime bien ce côté artistique et à la fois technique quand même, qui fait qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent qu'il faut prendre en possession. Donc on continue d'apprendre tout au long de sa carrière. Carrément. Le temps défile, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle. Je pense que je vais te poser peut-être deux petites dernières questions. Alors, il y en a une, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Non, mais c'est un petit peu à l'image de celle où je te disais c'est quoi ton projet de rêve, mais là, ça serait quoi et dans 10 ans? Et ça peut être en dehors du motion. Maître du monde. Maître du monde, ok. Mais alors, quel type de société tu nous crées? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Alors... soit dans une ferme dans le trou du cul de la campagne avec des chèvres et des poules, mais je pense pas que ça n'arrivera, mais j'aimerais bien. Okay. En comment on appelle ça? En autonomie, quoi, en autogestion. Moi, comme je disais tout à l'heure, je commence à avoir vraiment un coup de cœur pour la projection et le mapping, et en fait, je me verrais bien
soit à la tête d'une boîte qui fait ça. Super. Soit en tant que DA d'une boîte qui bosse dans l'événementiel, dans la projection. Super. Ouais, mais vraiment, j'aimerais bien axer de plus en plus mon profil Là-dessus. ouais, là-dessus, sur la direction artistique. C'est vraiment ce qui me fait kiffer. Bon, bah super. Bah, on se refera peut-être certainement un podcast avant, mais on verra dans 10 ans, mais il n'y a pas de raison. Bah, l'asso, c'est aussi pour ça qu'on la monte, quoi. Notre but, c'est de faire de l'événementiel, du gros événementiel, à terme. Ouais. Bon, bah, on a hâte de suivre ça. Mm. Maintenant, dernière petite question. Si je devais, qui me conseillerais-tu d'interviewer pour un prochain podcast parmi ton réseau ou un artiste je sais pas, que tu affectionnes C'est particulièrement? obligé que ce soit dans le motion ou... Non, pas du tout. Je dirais mon père. Ok. Je dirais mon papa pas parce que c'est mon père, mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal de trucs à raconter dans l'histoire du graphisme, parce qu'ils ont été, il a fait quand même partie un peu des pionniers du graphisme moderne, et il doit avoir pas mal de trucs intéressants à raconter là-dessus. Super. Ben avec plaisir, dans ce cas-là, tu me mettras en contact, Ouais. voir de quelle manière, même si on peut le faire à distance, même quand je suis... Il est sur Paris, lui. D'accord. Bah écoute, ça tombe bien, je vais y être quelques temps, donc à voir. Eh ben ouais, on peut voir ça, hein. Je peux lui en parler. Bon bah super, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je vois, il y a eu un petit rayon de soleil, là, il fait beau. La lumière sur Lyon, c'est parfait pour finir. Vue sur la Saône en plus, ouais. On est bien là. Ouais, vraiment bien. Très chouette quartier là. Ben, merci à toi, Pierre. Et ben de rien. Merci d'être venu en tout cas, c'est cool. On a réussi à se voir. Ouais. C'était compliqué, mais on a réussi. Mais oui. Ben, merci de m'avoir accueilli. Yes. Et puis à bientôt. Pour tous ceux qui sont encore en train d'écouter ce podcast, bravo, vous êtes super motivés. Merci d'être restés jusqu'au bout. Et puis en espérant que voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, parce que ça fait plaisir. Et puis je mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce dont on a parlé. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ciao.